Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi, malgré le petit raccourcissement là. On va commencer tout de suite avec de la méditation. Donc vous avez peut-être pris le temps de regarder les quelques fiches qui sont dans votre petit dossier, et donc, y compris cette fiche qui concerne la posture de méditation. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire si vous avez l'intention de continuer à pratiquer par la suite. Donc ça reprend à peu près les points que j'ai évoqués hier, avec peut-être un petit peu plus de détails. Donc là, c'est le matin, on est en principe reposé. On n'est peut-être pas encore trop dans l'agitation de la journée. L'esprit est plus calme. Donc une fois qu'on a pris la posture adéquate, qu'on a vérifié qu'on se sent bien stable dans son assise, avec le dos le plus droit possible, la poitrine ouverte, les épaules dégagées, mais sans rien forcer, de manière naturelle. La tête légèrement basculée vers l'avant, très peu. Toute la zone du visage bien détendue, sans crispation, particulièrement les mâchoires, autour des yeux, le front. On peut faire un rapide balayage de bas en haut, de haut en bas. Comme je le disais hier matin, un peu comme une caresse, ou comme un enveloppement, de douceur autour de notre corps. Si on est bien installé dans la posture, on peut sentir comme cette vague de douceur et de bien-être. Comme si on était dans le juste, exactement comme il faut être. Une posture qui reflète le potentiel de notre esprit, qui reflète ce que nous pouvons devenir, une personne parfaitement, dont toutes les qualités sont parfaitement développées. On essaie de s'imprégner un peu de cette beauté de la posture. Et puis tranquillement, on va regarder un peu comment est mon esprit ce matin. Qu'est-ce qui prédomine ? Est-ce que c'est
la joie, l'enthousiasme, peut-être un peu d'excitation. Est-ce que c'est au contraire plutôt la tristesse, la dépression, la fatigue, la lassitude? Est-ce que c'est quelque chose de paisible, de tranquille? Est-ce que c'est l'inquiétude, l'angoisse? Ou toute autre chose? Regardons. Comment est-ce que je me sens ce matin? Plus précisément, et il vaudrait mieux plutôt penser comment est mon esprit ce matin? Comment est cet esprit ce matin? Pour essayer de mettre cette distance. Quelle que soit la réponse, cet état de l'esprit est impermanent. Il va forcément changer. Ce n'est pas comme cela que l'esprit est constamment. Maintenant, nous allons nous rappeler la motivation. Pourquoi je suis ici ce matin? M'entraîner, découvrir ce qu'est la méditation et m'y entraîner. La découvrir par la pratique. Donc, comme on l'a déjà fait hier, on essaie de faire naître dans notre esprit une pensée de motivation la plus belle possible, autant pour moi que pour les autres. Pour moi, par la méditation, j'aspire à accéder à une qualité de bonheur plus fine, plus fiable, plus profonde, plus pleine. Même si pour l'instant, je ne me rends pas encore bien compte de ce dont il s'agit vraiment. Et pour les autres, la même chose. Éviter la souffrance, arrêter d'en créer les causes et accéder au bonheur, au bien-être. Ce sont les objectifs de ma méditation, de ma journée ici.
Donc une fois la motivation établie, on peut passer à la méditation proprement dite. Dans laquelle on va faire un peu appel à notre imagination. Donc on va imaginer que par une belle journée comme aujourd'hui, on se trouve dans les Pyrénées ou dans toute autre montagne et dans un lieu où l'herbe est abondante et très douce, ça fait comme un tapis. Et nous nous sommes couchés dans l'herbe. Comme il fait très beau, le ciel est parfaitement bleu. Étant allongés, nous plongeons notre regard dans ce ciel. Nous nous laissons envahir par cette pureté, cette étendue illimitée, cette clarté, cette paix qui émane du ciel, que nous voyons. Et en lâchant prise de tout le reste, et même de notre habituelle perception de nous-mêmes, c'est comme si nous nous fondions dans ce ciel, comme si notre esprit et ce ciel n'étaient plus deux choses séparées. Comme si l'observateur et l'objet observé ne faisaient plus qu'un. Et ainsi, nous imaginons que notre esprit est comme ce ciel, infini, illimité, tellement profond et surtout tellement calme, paisible, lumineux. Nous essayons de rester autant que nous le pouvons dans cette absorption. Si des pensées se font insistantes,
pour venir envahir l'espace de notre esprit. Nous imaginons qu'elles sont comme des nuages qui n'affectent pas, qui n'entachent en rien cette clarté naturelle, profonde et paisible de l'esprit. Nous pouvons en prendre note avec une partie de l'esprit. Mais bien sûr, nous restons en connexion étroite avec l'étendue illimitée du ciel. Et nous ne nous identifions pas aux nuages. Qui sont passagers, qui vont et qui viennent. Nous restons le plus possible connectés, ou nous revenons, si nous nous en sommes éloignés, nous revenions encore et encore à cette absorption de notre esprit avec cette étendue tellement vaste et spacieuse, tellement claire et lumineuse, tellement pure, sereine, paisible, de mon esprit comme le ciel. L'expérience, le ressenti que nous avons de cette absorption, c'est une expérience d'ouverture totale
de paix totale, peut-être de reconnaissance, de reliaison avec ce qu'est notre véritable nature. Et également une expérience de grand bien-être. Une expérience qui est de l'ordre de la béatitude, de la félicité. Ainsi, à chaque instant de notre vie, nous avons le choix entre nous identifier à cet espace vaste, pur et paisible, semblable au ciel, ou nous identifier aux nuages, plus ou moins sombres, plus ou moins opaques, qui viennent envahir, occuper cet espace momentanément. Nous avons le choix. Chaque fois que nous choisissons le ciel, chaque fois que nous choisissons de nous connecter avec cet aspect de nous-mêmes, qui est notre aspect fondamental, nous nourrissons ce lien, nous créons une habitude, quelque chose qui deviendra
avec le temps de plus en plus facile et naturel. Au contraire, chaque fois que nous choisissons l'aspect plus grossier des nuages, que nous nous laissons envahir, happer par eux, croyant que c'est cela la réalité de notre être. Donc nous leur donnons encore plus de force. Nous les laissons s'installer avec encore plus de... sans retenue. Et nous nous empêchons, nous nous coupons de cet aspect tellement plus paisible et tellement plus bienheureux de notre être. Cet espace ouvert où il n'y a plus aucune agitation, aucune perturbation, aucune angoisse ni anxiété. Aucun chagrin, tristesse. Il n'y a pas de rancœur, d'aversion. De vieilles histoires pas réglées. Aucun sentiment de manque. Au contraire, la plénitude. En même temps, tellement simple, tellement accessible, tellement là. Toujours.
doucement sortir de cette méditation, très doucement, très tranquillement. Nous pensons que ce bien-être tellement profond, tellement plein, que nous venons de toucher, nous ne voulons pas le garder pour nous seuls. Nous souhaitons que tous les êtres vivants, qui sont secoués par les hauts et les bas de la vie, si seulement ils pouvaient eux aussi accéder à ce bien-être profond. Et donc nous souhaitons que cette énergie positive créée par notre méditation, elle soit dédiée exactement à cela. Elle serve exactement à cela. Parce que cet esprit, semblable au ciel, est une source inépuisable de bien-être, mais également une source inépuisable d'amour, de compassion. Donc tout doucement, on va redescendre de notre montagne. Et comme on a... Comme on a un peu beaucoup parlé hier, on va peut-être rajuster un peu le tir en faisant plus de méditation aujourd'hui. Comme aussi, je pense que quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, avaient visionné le film sur la recherche de la réincarnation. Non ? Oui, mais vous avez vu le stupa, mais vous avez aussi vu le film. Vous êtes allé vous coucher trop tôt. Et qu'en dehors de cela, nous avons touché, d'ailleurs, je crois que c'était vous qui aviez dit que c'était trop tard pour qu'on continue à discuter de la continuité de l'esprit. Donc on ne va pas en discuter,
on va la méditer, la continuité de l'esprit. Hein. On va essayer d'en faire l'expérience. Rien de miraculeux ni de merveilleux. Hein. On va juste, par l'introspection et la réflexion introspective, on va essayer de s'approcher un petit peu de cette notion. Il ne s'agit pas de faire un... Dans certains stages, on fait des expériences de rebirth ou essayer de visiter les vies antérieures. Donc il ne s'agit pas de cela du tout. Hein. Faut pas. On va juste explorer un peu. Bon, vous verrez. Nous verrons. Donc je sais pas, ça va peut-être prendre encore... donc c'est juste pour vous prévenir au niveau de l'assise que ça va peut-être prendre entre 20 et 30 minutes. Hein. Donc si vous vous sentez capable de rester assis comme vous l'êtes encore pendant une petite demi-heure, c'est bien. Sinon, vous prenez vos dispositions différemment. Donc cette méditation, elle ne fait pas partie du dossier de base, mais il y a 2 feuilles de méditation qui sont là sur le petit banc à l'entrée. Donc c'est à votre disposition aussi, vous pouvez l'ajouter dans votre dossier. Donc avant de commencer, on peut prendre quelques respirations bien profondes, bien longues. Donc on va faire naître la motivation pour cette méditation particulière. Pour cela, on va imaginer que l'on est entouré, que là, tout autour de nous, se trouvent tous les gens qui font partie de notre vie, que l'on côtoie habituellement dans notre vie. Il y a des gens que nous aimons beaucoup, des gens avec lesquels c'est plus difficile. Et puis il y a des gens qui nous sont relativement étrangers ou indifférents. Donc nous imaginons qu'ils sont vraiment là, bien vivants, autour de nous, qu'ils vont faire cette méditation avec nous. Et nous pensons que cette réflexion, cette méditation, grâce à laquelle nous allons approfondir notre compréhension de la réalité, nous la faisons non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour le bien de toutes ces personnes que nous avons imaginées autour de nous, qui font partie de notre vie, et par extension, pour le bienfait de tous les êtres en général, sans en exclure un seul.
sachant que notre motivation, c'est elle qui va donner toute sa valeur, tout son poids à l'activité qui va suivre. Donc on commence en observant l'activité de notre esprit. Donc, par opposition à la méditation que nous venons de faire, pas en contradiction, mais cette fois, on va plutôt s'intéresser au mouvement de l'esprit, à tout ce qui vient l'envahir, à toutes les pensées, les émotions, tout ce flot d'événements mentaux qui se succèdent continuellement, avec cette succession des instants de conscience qui, sans interruption, se succèdent dans ce continuum mental qu'est notre esprit, sous-tendu par cette base fondamentale de clarté, de pureté et de sérénité que nous venons d'approcher tout à l'heure. Donc cette fois, nous observons toute l'activité de l'esprit. Comme nous l'avons fait dans la méditation de l'attention hier, sans nous impliquer, sans nous investir, avec le regard neutre, sans nous attacher à ceci et rejeter cela, sans décider ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis, à un certain moment, nous pouvons faire comme un arrêt sur image, sur un certain moment de conscience, et puis faire un retour arrière, commencer à remonter dans le temps, à partir de cet événement mental, à un instant T, là maintenant. Et on remonte dans le temps pour observer l'instant qui l'a précédé, et puis l'instant qui l'a encore précédé, et ainsi de suite. Avant ce moment de conscience, il y en a eu un. Avant celui-là, un autre. Avant celui-là, encore un autre. Et ainsi, on arrive à ce matin, quand nous prenions notre petit déjeuner, quand nous nous sommes réveillés, est-ce qu'il y a effectivement une continuité entre ce moment de notre réveil et le moment actuel? Entre ces différents moments entre eux, il y a comme un lien, comme le fil
comme le fil du chapelet ou du collier de perles. Et puis on peut continuer à remonter. Arriver ensuite au moment où nous nous sommes endormis hier soir. Et avant cela, les rêves que nous avons peut-être faits et dont nous nous souvenons peut-être. Tous ces moments de conscience. Ces moments d'esprit. Nous nous souvenons peut-être pas, mais notre esprit a continué à fonctionner pendant la nuit. Et puis hier soir, les événements mentaux qui ont accompagné notre esprit au moment où nous nous sommes endormis. Maintenant la journée d'hier, la soirée, le repas du soir, l'après-midi. On remonte comme cela jusqu'au moment où nous sommes arrivés ici, hier matin. Instant de conscience, après instant de conscience. Ou si on préfère, puisqu'on remonte dans le temps, instant de conscience avant instant de conscience. Succession ininterrompue. Et puis on peut continuer à remonter avant d'arriver ici. On était probablement dans la voiture. Encore avant. Quelle pensée, quelle préoccupation. Toute la semaine qui a précédé. Le mois, l'année. On ne va pas rentrer dans le détail de tous ces différents instants. On ne pourrait pas. Ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas le but. Et on n'essaye pas non plus de. On ne se laisse pas non plus happer par les sentiments que des souvenirs pourraient éveiller. Tout le côté anecdotique. On observe comme un scientifique, toujours de cette manière neutre et détachée, le déroulement ininterrompu de ces instants de conscience qui ont abouti à cet instant de conscience présent maintenant. En essayant de mettre l'accent sur les liens, sur ce fil du collier de perles. Maintenant, on va continuer cette remontée dans le temps. Quand nous étions plus jeunes. Quand nous étions encore enfants. Quand nous étions un bébé. Et puis quand nous sommes nés. Y a-t-il toujours cette même continuité ? Est-il possible de trouver une rupture ? Nous sommes bien sûr des personnes différentes, mais il y a ce lien, ce continuum mental
ce fil conducteur entre ce bébé et nous maintenant. Voilà, nous arrivons à la naissance. Donc en faisant tourner le film à l'envers, nous voilà maintenant dans la matrice de notre maman. Et en continuant à remonter dans la matrice de notre maman, est-ce que nous avions des moments de conscience? Est-ce que notre esprit fonctionnait? Est-ce que nous avions des pensées, des sensations? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le lien est toujours là? Et nous arrivons à la conception. Le moment où notre personne s'est constituée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce moment-là? Est-ce que ce flux d'événements mentaux, ce lien que nous avons réussi à suivre jusqu'à cet instant-là, est-ce qu'il s'arrête? Ou si on le regarde dans l'autre sens, est-ce que c'est là qu'il a commencé? Est-ce qu'il est possible d'envisager que ça commence là? À partir de quoi? À partir d'où? Donc si on ne peut pas imaginer que, si on a du mal à trouver à partir de quoi ce premier instant de conscience au moment de la conception est arrivé, donc on peut se dire qu'il est possible qu'il y ait eu, que ce lien qu'il n'y ait pas eu de rupture, mais qu'au contraire, que ce soit une simple continuité, et qu'avant ce premier instant de conscience, au moment de la conception, il y en ait eu d'autres, avec un environnement différent, plus particulièrement avec un corps différent, mais une même continuité de conscience, un même lien. C'est une possibilité que nous essayons d'observer, avec laquelle nous essayons de nous familiariser. Maintenant, nous allons revenir tout doucement
en sens inverse. Jusqu'au moment présent. Ici, maintenant. L'état de mon esprit, de cet esprit, dont j'ai essayé de suivre la continuité jusqu'à l'instant de ma conception. Et peut-être un peu au-delà. Ici, maintenant, l'attitude de mon esprit. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui apparaît? Est-ce que les pensées se bousculent? Au contraire, est-ce que c'est calme, paisible, tranquille? Quoi qu'il en soit, nous restons détendus et sans nous impliquer. À partir de l'instant présent, maintenant nous allons faire l'exercice en sens inverse. Nous allons imaginer que notre courant de conscience, notre continuum mental, continue, nous allons le prendre un petit peu d'avance, continue à se dérouler devant nous. Une pensée après l'autre, un instant de conscience après l'autre, vers l'avenir. Nous allons anticiper un petit peu. Là encore, on peut envisager les possibilités. Tout en évitant ici encore le côté anecdotique, juste en suivant l'évolution de notre conscience. Un instant de conscience après l'autre, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et ainsi de suite. Et forcément, à un moment ou à un autre, il y aura séparation entre notre corps actuel et ce continuum mental. Que va-t-il se passer ? Nous essayons de voir les possibilités. Se peut-il que ce continuum mental s'arrête brusquement ? Se pourrait-il qu'il se poursuive ?
Maintenant, nous pouvons revenir à nouveau au moment présent. Après avoir fait cette petite exploration dans le passé et dans l'avenir. Nous repensons à toutes les personnes que nous avons invitées à faire cette méditation avec nous, autour de nous, les personnes que nous côtoyons au quotidien. Nous repensons à la motivation de départ. Nous souhaitions que notre méditation leur soit bénéfique, leur permette de trouver une plus grande paix de l'esprit, un plus grand bien-être, plus profond et plus fiable. Et donc en repensant à cela, nous dédions notre énergie positive, tout ce que nous avons fait de bien et de bon au cours de cette méditation, mais aussi au cours de toute notre vie, et même au cours de toutes nos vies. Nous le dédions, tout ce potentiel bénéfique, nous leur donnons pour qu'ils puissent être heureux, pour qu'ils puissent trouver la clé du bonheur, du bien-être, de la satisfaction profonde. Non seulement ces personnes qui nous sont proches, mais également tous les autres êtres, sans en exclure un seul. Et tout doucement, on peut sortir de la méditation. Est-ce que vous avez des questions ? Faut que ça digère un petit peu. Alors, ma question est, est-ce que la méditation permet de développer l'intuition ? Et si oui, comment ? Qu'est-ce que vous appelez l'intuition ? Quelque chose de l'ordre d'un ressenti, un guide intérieur. Un guide intérieur. C'est ça ? Oui. Oui, mais. Oui, mais attention. Vous vous souvenez de ce qu'on a expliqué hier, que la méditation, elle vient dans la continuité de ce qu'on a appelé les trois sagesses. Je ne sais pas si vous étiez là tout le temps hier.
La méditation, elle s'appuie sur les 2 premières étapes qui consistent en l'étude et la réflexion. Donc dans un environnement très j'allais dire cadré et balisé, mais c'est pas vraiment ça. L'esprit est rempli de plein de choses. Et dans ces choses, il y a des choses qui sont justes et des choses qui le sont moins. Donc avant pour pouvoir faire confiance, sur quelle base on va pouvoir juger dans toutes ces choses qui sont dans notre esprit, ce qui est juste et ce qui l'est moins, ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Donc on a besoin, pour pouvoir faire ce tri, en toute sécurité, notre petite voix intérieure, sans avoir reçu sans avoir étudié un peu, sans s'être un peu renseigné, sans avoir confronté ce que notre intuition de ce qu'est la réalité, notre première idée, sans l'avoir confrontée avec ce qui en est dit par les textes, par les grands sages par rapport auxquels nous avons développé un certain degré de confiance ou de foi, mais de foi basée sur des choses très raisonnées, hein, pas une foi aveugle. Donc, tant que l'on n'a pas assuré ses arrières, on pourrait dire, c'est difficile et c'est dangereux de croire à ses intuitions, de suivre ses intuitions. Hein. Alors maintenant, ta question, c'était est-ce qu'on peut développer l'intuition ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer l'intuition ? Avoir une écoute, est-ce que ça voudrait dire avoir une écoute plus fine de notre petite voix intérieure ? C'est peut-être ça que tu veux dire ? Il y a de ça, effectivement. Mais si cette petite voix intérieure, elle ne s'appuie pas sur des bases vraiment fiables, c'est un peu risqué. Hein. Donc je pense que si on revient à ce que j'expliquais hier, donc on peut répondre oui à ta question si on revient à ce que j'expliquais hier, à savoir que sur la base de l'étude, la base de la réflexion, de la confrontation avec, au niveau intellectuel, au niveau de la pensée discursive, hein, de ce que l'on entend, des enseignements que l'on reçoit, des livres que l'on lit, hein, qu'on arrive à une conviction vraiment claire, mais au niveau intellectuel, pas encore vraiment intuitif, hein, de certaines choses. Par la méditation, oui, on va avoir une percée plus intuitive, ce que j'appelais la perception directe. D'ailleurs, perception, c'est intéressant, j'avais jamais pensé. Il y a ce mot percée dans perception. Oui, on va passer au-delà de la compréhension intellectuelle, hein, et on va arriver à avoir une perception directe de l'objet de notre étude et de notre réflexion. Et à ce moment-là, oui, ce sera une pensée, un ressenti intérieur profond, ce sera une intuition, mais dans ce sens-là, une intuition qui sera fiable. Sinon, c'est risqué. J'imagine qu'on, c'est pas tellement dans mon tempérament personnel, mais j'imagine qu'on peut avoir des intuitions très fortes, hein, des petites voix intérieures qui reviennent encore et encore sur la même chose. Tu m'as pas écouté, c'était ça pourtant que j'avais à te dire. Hein.
Si elles sont si ces pensées, ces intuitions sont en contradiction directe des enseignements que l'on reçoit, c'est un peu ennuyeux. Je pense qu'il vaut mieux pas les écouter. Ou il vaut mieux en parler avec des personnes dignes de confiance avant de les suivre aveuglément. Mais il est possible d'avoir des intuitions qui sont correctes, qui sont justes, avant même d'avoir étudié. Pourquoi ? Parce que probablement on a étudié et médité avant la conception, là, vous savez, dans ce qui s'est passé avant. Donc on a déjà un petit bagage qui est positif. Mais il vaut mieux le vérifier avant. Il y avait une main qui s'est levée ici. Oui. Tu peux lui passer, s'il te plaît ? Si la réponse t'a satisfait ? Oui, mais tu n'as pas allumé le micro. Appuyez bien fort et la lumière verte va s'allumer. Je voulais dire que moi, ce que je ressentais par rapport à la méditation, que je ne connaissais pas, en tout cas dans cette vie, c'était de la guérison. Du peu que je l'ai approché, j'ai l'impression que c'est la guérison que je vais pouvoir atteindre en la pratiquant. Et ce que j'entends des intuitions, et ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que en se guérissant, on est peut-être sûrement moins menteur, moins tricheur, moins dans l'inventation ou dans les élucubrations mentales. Voilà, exactement. Et je pense que peut-être quand si on est OK de se guérir et de pas tricher, de voir qui on est, si déjà on reconnaît qu'on est menteur, tricheur, jaloux, envieux, si on arrive à travailler cela par ce que l'on regarde dans notre méditation, par ce qui nous vient quand on médite, alors peut-être on peut regarder nos intuitions. Bon, c'est un complément de ce qui vient d'être dit, oui, en fait. Oui. Donc tu choisis d'utiliser ce mot de guérison, qui est très intéressant. C'est la transformation, parce que quand vous nous permettez, moi ce que je découvre et que je ne savais pas du tout, parce que moi ce que j'entendais de la méditation, c'est non-pensée, non-pensée. Alors que là, si tu étudies ta pensée, si tu regardes ce que tu penses, ça te permet de te soigner. C'est ça que je constate. Oui, oui, je me dis, entièrement d'accord. C'est exactement ça la démarche. Voilà. Oui. Je me dis, c'est vraiment un outil de travail énorme de tous les jours, parce que si tous les jours tu te permets ne serait-ce que 5 minutes de méditer et de voir ce qui te vient, si par exemple tu es tout le temps dans la critique, alors que tu veux méditer, c'est la critique qui te vient, tu te dis mais bon sang, c'est ça que je dois changer. Donc c'est quand même un cadeau. Un cadeau et voilà, on peut s'en servir pour guérir. Merci. Oui, c'est intéressant, très intéressant cette notion de guérison. Souvent dans les enseignements, on compare le Bouddha au docteur, au médecin suprême. D'ailleurs, il y a une représentation du Bouddha, et là, qui est le Bouddha de la médecine. Mais toutes ces représentations des Bouddhas, on était censé en parler, donc c'est le moment peut-être. Toutes ces représentations qui sont sur les murs sont des représentations des différentes facettes de la sagesse et de la compassion, de toutes les différentes qualités totalement épanouies de l'esprit d'un Bouddha. Donc parmi ces différentes qualités, il y a cet aspect de guérison. Le Bouddha qui est le médecin suprême, celui qui apporte le remède suprême. Ce remède suprême qui est la sagesse, j'en ai parlé un petit peu hier, la panacée. Celle qui peut guérir toutes les souffrances, jusqu'aux plus profondes et les plus profondément ancrées en nous. Et généralement, quand on utilise cette comparaison, on dit le médecin, le Bouddha ou l'enseignant, le lama, le maître,
est un médecin, hein, et son enseignement, c'est le remède. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Suivre le conseil, prendre le remède. Hein, et souvent, on dit, si on reçoit l'enseignement puis qu'on ne le met pas en pratique, c'est un petit peu comme si on se promenait avec un sac de médicaments avec soi, mais qu'on ne les prendrait jamais. Hein. Si on est dans l'environnement bouddhiste depuis quelques années, ou plusieurs dizaines d'années, on a des malles entières avec des cahiers remplis de notes. Mais parfois, on n'y retourne pas beaucoup. C'est un peu notre sac de médicaments qu'on n'utilise pas. Bon, on essaye quand même. Mais pour suivre cette comparaison, qu'est-ce que c'est notre maladie? Notre maladie, c'est ce que tu disais très bien, cette jalousie, cet esprit trompeur, cet attachement forcené, toutes ces choses qu'on appelle des perturbations mentales, des émotions perturbatrices, c'est la même chose, et dont l'origine, la source même, c'est la non-sagesse, autrement dit l'ignorance, que j'ai un petit peu touché hier, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est intéressant quand même de se pencher sur cette notion de perturbation mentale, perturbation, qui perturbe. Le mot tibétain, c'est Nyön Mong, ça veut dire ce qui fait souffrir. Dans certaines traductions, on a le mot passion. Si on va à l'étymologie latine, ce mot passion, c'est effectivement ce qui fait souffrir. On le retrouve dans les patients, les malades. On tourne toujours autour de cette même notion. Donc on est malade de nos perturbations mentales, de notre aversion, de notre haine, de notre attachement, de notre jalousie, de notre orgueil. Sa sainteté de Dalai Lama, tous les grands maîtres, dans la lignée, la continuité de tous les grands maîtres, dit que ce sont nos seuls et véritables ennemis. Il n'y a pas d'ennemis à l'extérieur. Les vrais ennemis, les seuls vrais ennemis, ce sont ces perturbations mentales qui sont dans notre esprit. Hein? Et il y a une image me revient. Donc il y a différents centres de cette organisation à l'échelle internationale, comme je vous expliquais hier matin. Et donc il y a un centre qui se trouve à Bodh Gaya, à l'endroit même où le Bouddha a obtenu son éveil, en Inde. Et donc au mois de janvier, il y a eu une grande manifestation, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir y être, non pas dans ce centre-là, mais à Bodh Gaya. Sa sainteté est venue et a conféré cette initiation magnifique de Kalachakra. Et donc j'étais dans ce centre qui est à Bodh Gaya. Et donc il y a des voitures qui appartiennent au centre. Et sur la voiture, est écrit en anglais et puis aussi en hindi pour que les Indiens puissent en profiter. Il était écrit sans haine, pas d'ennemis. Et la voiture se promène dans les rues. Moi, je trouve ça merveilleux. On peut en faire autant si on veut. Voilà, donc nos ennemis intérieurs. On va faire la pause maintenant, puis on reprendra tout à l'heure. Donc 25, ouais, un peu avant moins le quart, un peu avant midi moins le quart.